bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour cette table ronde qui concernera la vulgarisation scientifique. J'espère que vous allez bien et je vais commencer par présenter les intervenants et intervenantes. Ron Lelouch, astrophysicien au CEA, excusez-moi, chercheur qui utilise la science-fiction pour vulgariser. Et ça tombe bien parce que c'est le thème de ce soir, donc vous n'êtes pas un imposteur, tout va bien. Pour l'instant. Jeanne Lepayet, fondatrice de Beink, qui est une start-up qui produit des visuels pour que les publications scientifiques soient plus compréhensibles. Et enfin, Denis, est-ce que tu peux prononcer ton famille par pitié? Van Verbeek. Van Verbeek, c'est bon, merci. Réalisateur. C'est un nom flamand, je suis désolé. Réalisateur et vulgarisateur, tu fais des documentaires et de l'animation. C'est bien ça? Ouais, je suis réalisateur, je fais des documentaires. J'ai aussi pas mal travaillé pour de la scénographie, donc de la médiation scientifique, notamment par exemple pour la Cité des Sciences. Okay. Bon, le thème de ce soir, c'est la vulgarisation scientifique. Je voulais commencer par déjà un petit topo historique, puisque moi, je suis Jean-Baptiste. Je suis à l'association Opium Philosophie, qui essaye de casser les codes de la philo en essayant de la vulgariser aussi, finalement, par plein de médias. Et mon domaine de spécialité, c'est la philosophie des sciences, et j'aimerais donc commencer par un petit topo historique de d'où vient la vulgarisation. Ça commence en 1834, avec Somerville, qui est une mathématicienne qui s'est formée toute seule aux mathématiques, une mathématicienne écossaise. C'est une mathématicienne qui, en 1834, publie On the Connection of the Physical Sciences, sur la connexion des sciences physiques, qui connaît un très fort succès parce qu'il y a 10 éditions. Et au XIXe siècle, c'est beaucoup, 10 éditions. Dans cet ouvrage, elle dresse un espèce d'état de l'art de ce qui se fait en physique, en sciences de manière générale, en essayant de mettre le moins d'équations et le moins de diagrammes possible pour que ce soit le plus accessible. Les domaines sont très variés. Elle parle de chimie, elle parle de biologie, de géographie, de physique et de météorologie et d'électromagnétisme parce que c'est très à la mode au 19e. Et donc, au 19e siècle, en fait, il y a un statut très particulier de la science. C'est un siècle qui est très, on appelle ça du positivisme, donc très positiviste, beaucoup de confiance en la science, en les progrès scientifiques. Et même les artistes se forment beaucoup aux sciences. C'est le siècle où on va découvrir l'additivité et la soustractivité de la lumière. Et par exemple, Georges Roch précise que ces informations, les théories dont les scientifiques construisent, ces informations font partie des connaissances générales des artistes et elles sont intégrées à la méthode de travail. Donc, on peut déjà commencer par parler de vulgarisation comme, dès son origine, une manière de rendre intelligibles des théories complexes qui peuvent participer en fait à l'élaboration d'une espèce de vision du monde en fait à une époque donnée. En 2 siècles, la vulgarisation a pris une ampleur quand même assez considérable. Déjà, d'un point de vue éthique, les conséquences tragiques du déterminisme biologique et de l'eugénisme ont donné une espèce de prise de conscience qu'il fallait forcément vulgariser les méthodes et les pratiques des scientifiques et les théories des scientifiques. Et ensuite, la complexité croissante des théories et la spécialisation des scientifiques ont modifié quand même pas mal les pratiques de vulgarisation. Et donc, je me tourne enfin vers vous et non plus vers mon téléphone pour vous poser une première question. Pour vous, quel est le rapport entre vulgariser et enseigner? Et quel est votre rapport personnel à la vulgarisation? Pourquoi vous en faites? Donc moi, je suis doctorante en génétique, donc j'ai un cursus majoritairement scientifique. Du coup, j'ai eu à la fois des enseignants en sciences et à la fois accès à la science via de la vulgarisation, notamment quand j'étais plus jeune. Ce dont je me suis rendu compte beaucoup, c'est qu'il y a énormément de contenu de vulgarisation pour les jeunes publics, mais qui du coup ont un côté assez infantilisant, et assez peu de contenu de vulgarisation pour les moins jeunes publics. Par contre, il y a de l'enseignement pour les jeunes publics et les moins jeunes publics. Donc, comment moi je participe à la vulgarisation, je ne suis pas très fan du mot, je dirais plutôt rendre la science accessible aux gens. Pourquoi? Parce que c'est pas tellement simplifié pour que tout le monde comprenne, c'est faire comprendre à tout le monde des choses scientifiques qui sont
pas facile. Je trouve qu'il y a un plaisir quand on comprend quelque chose qui n'était pas accessible à tous à la base. Donc c'est ce que je fais avec mon activité en tant que fondatrice de BINC, c'est-à-dire rendre accessibles les sciences, pour moi, par le dessin. Et on verra avec Roland et Denis par la vidéo et par les films de science-fiction. Voilà, je laisse la parole. Alors effectivement, moi j'emploie bien volontiers quand je parle de mon activité de diffusion des connaissances, parce que j'ai à la fois une activité qu'on qualifierait de vulgarisation, c'est-à-dire habituellement parler au grand public de sciences et de physique particulièrement, parce que je suis quand même physicien. Et du côté de l'enseignement, que je pratique aussi, il y a un aspect parler à du public, mais qui n'est pas du grand public, et peut-être, là, en l'occurrence, des publics plutôt en enseignement supérieur. Mais il y a quand même, dans les deux cas, j'irais tout à fait dans le sens de Jeanne, je pense qu'il y a l'idée de vouloir diffuser des informations, diffuser des connaissances, au mieux de ce qu'on connaît, alors toujours, même quand on enseigne, en disons simplifiant, ou en omettant les parties les plus techniques, ou les parties les plus modernes, qui sont parfois aussi les plus techniques, les plus absconses. Commençons par les bases avant d'aller plus loin. Il y a comme dans l'objectif final, il y a l'exaltation mentale finalement du public. Il va apprendre des choses, il va apprendre aussi des méthodes quand on est dans l'enseignement, et ce qu'on peut essayer de faire aussi en vulgarisant, on peut aussi essayer d'apprendre les méthodes de la science. Comment sait-on ce que l'on sait? C'est une autre partie qui est intéressante, qui m'intéresse beaucoup, en plus des faits, disons des faits scientifiques. Mais c'est vrai que dans l'enseignement, il y a aussi une partie, les jeunes gens qui suivent, ou les plus vieux d'ailleurs, qui suivent ces enseignements, il y a l'idée de maîtrise ensuite de ça. C'est-à-dire que cette chose qu'on entend, il va falloir se l'approprier pour pouvoir soi-même l'utiliser professionnellement, comme enseignant, comme chercheur, ou dans son métier, quel qu'il soit d'ailleurs. Il y aura une utilité à ce qu'on apprend. Donc il y a une vision dans l'enseignement, on apprend pour apprendre, mais dans l'objectif de s'en servir quelque part d'une façon ou d'une autre. Et donc, du coup, il y a l'aspect un peu rébarbatif qui va avec. C'est-à-dire, en gros, il faut quand même faire ses gammes. Si on peut vulgariser les mathématiques, par exemple, ou la physique, et se faire plaisir avec ça. Et ça peut suffire pour son contentement intellectuel, comme regarder un film intéressant, une œuvre d'art spectaculaire ou un sport qui passionne. Mais il y a aussi l'idée que comme on va devoir le maîtriser, quand on enseigne, dans la partie enseignement, il va falloir un peu faire des exercices, il va falloir être capable de se remémorer toutes ces choses qui ont été dites, de les maîtriser au point de soi-même, peut-être, les faire passer à d'autres, si on est enseignant, ou même simplement en parler, parce qu'on a eu plaisir à apprendre ces choses, en parler à ses parents, à sa famille, à des amis, enfin quoi que ce soit. Et donc il y a la nécessité de maîtrise qui n'est pas... et d'ailleurs, nécessité de maîtrise qui est, disons, validée par des diplômes. Enfin, il y a quelque chose comme une évaluation qui arrive. Donc, il y a quand même une étape un peu supplémentaire dans l'enseignement. Mais donc, dans la pratique, il pourrait y avoir exactement la même chose. Il s'agit de partager des connaissances au mieux de celui ou celle qui parle, et au mieux, c'est toujours deux à la fois, et au mieux de ceux qui entendent, de sorte que, ça se passe bien, que le message sorte bien et soit du coup aussi bien capté et qu'il n'y ait pas de rupture de message, de transmission. Oui, moi éventuellement, je veux bien revenir sur ce que tu disais au début, sur cette idée de ce terme en particulier de vulgarisation. Il y avait donc dans ce petit document, je révèle le behind the scene. Il y avait un petit document donc, que j'ai reçu avant de participer là, qui évoquait des thèmes et qui évoquait justement la différence entre enseignement donc, et vulgarisation, avec l'idée de se dire est-ce que l'enseignement en fait est quelque chose qui essaye d'élever celui qui le reçoit, et est-ce que la vulgarisation est quelque chose qui au contraire essaye de faire descendre le discours vers d'autres destinataires. Alors moi je pense pas que ça marche exactement comme ça, et moi j'ai l'impression en fait que le terme de vulgarisation est pas super attrayant, et c'est vrai que moi j'aime mieux parler de médiation scientifique, voilà, comme on dit souvent, avec l'idée que peut-être il y a des ordres de discours qui sont différents, il y a tout un ensemble, tout un continuum de discours qui peuvent être tenus, même au sein du discours scientifique d'ailleurs, il y a des ordres de discours différents.
C'est pas la même chose si on fait vraiment une communication directe avec quelqu'un qui travaille sur le même sujet ou si on s'adresse à des gens qui sont un peu dans des domaines proches mais différents, etc. Donc en fait, j'ai l'impression, moi, en fait, que le boulot que je fais, c'est de fabriquer un discours médian entre des usages différents, entre un discours qui est technique, scientifique, effectivement, tourné vers une fonction, et puis un discours qui est un discours plus général, enfin, en tout cas, un univers qui est celui qui appartient à tout le monde, des représentations, et que justement, en fait, c'est pas tant de faire descendre ou de faire monter. Je suis pas sûr qu'il y ait l'idée d'une gradation comme l'arbre du vivant avec un discours de basse qualité en bas et de haute qualité vers le côté de la science, mais plutôt, enfin, en tout cas, trouver un entre-deux entre ce que peuvent entendre et ce que peuvent partager des scientifiques et ce que peut entendre le grand public. Du coup, je rebondis sur ce que tu disais. Le terme de anglais qui est Popular Science, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que dans le terme Popular Science, pour moi, il y a l'idée de science pour le peuple et de science par le peuple aussi. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Dans l'idée que moi je me fais de la diffusion des connaissances, comme je dis, c'est vraiment pour que le maximum de personnes aient accès aux connaissances auxquelles ils ont droit naturellement, parce qu'elles ont été produites par d'autres cerveaux humains, et que ces connaissances ont été produites souvent, même pour ne pas dire intégralement, par l'argent public. Et donc il y a une sorte de, on va dire, retour sur investissement, si on veut parler avec un langage pas très adapté à la question, mais enfin que les gens puissent profiter, le grand public, quel que soit son niveau, quel que soit son statut, puisse profiter des connaissances qui l'intéressent, parce qu'il peut décider que les dinosaures, ça l'intéresse, mais que les étoiles à neutrons, ça ne l'intéresse pas. Donc il a le droit de, comme il préfère le foot au hockey sur glace, ou l'inverse, eh bien, il peut profiter de ces connaissances qui lui sont diffusées de manière optimum, idéalement, enfin au sens pré-mâchée, pré-digérée pour qu'elle soit digeste intellectuellement pour quelqu'un qui n'a pas la formation, et qu'il s'en empare et qu'il en profite intellectuellement, qu'il en jouisse intellectuellement au sens de je connais les choses, je comprends comment fonctionnent les choses, et ça m'intéresse, ça enrichit mon réel, ça enrichit mon monde de comprendre comment fonctionnent les choses. Donc, de ce point de vue-là, Popular Science, moi, ça me va très bien. En fait, on peut dire aussi popularisation des sciences. C'est un mot un peu plus long, un peu plus compliqué à prononcer en français. Mais popularisation des sciences, ça me va très bien. On peut, pour rebondir sur la science-fiction, parce que là, je vais mettre mon étiquette perso. Tu parlais tout à l'heure du 19e siècle, où il y avait cette idée de populariser les sciences. Ça commence à populariser les sciences, à diffuser les sciences. Les premières revues, les premiers textes de science-fiction, qui ne s'appelaient pas science-fiction encore à l'époque, ils ont été insérés dans des magazines de Popular Science, qui étaient édités par un luxembourgeois qui s'appelle Hugo Gernsback, qui a émigré du Luxembourg pour aller aux États-Unis dans les années 1920, et qui a créé des magazines de diffusion des connaissances, qui étaient notamment Modern Electrics et Science and Invention. Donc il parlait un peu des merveilles de la science et de la technique, notamment dans Modern Electrics, apprends à monter ton poste à galène, ta radio, fais des plans électriques chez toi. Bon. Et donc, dans ces magazines-là, c'est là où il a mis des textes qui étaient des textes européens, des textes de Verne, des textes de Wells, des textes de Rodin, des textes d'auteurs qu'on a appelés plus tard science-fiction européenne, qui s'appelait en Europe Scientific Romance du côté des Anglais et Merveilleux Scientifique du côté français. Mais il a mis ces textes dans des œuvres, dans des magazines de diffusion des connaissances. Donc il y avait l'idée là, du coup, finalement, de parler de ces sciences autrement. Il y avait la partie magazine, disons, où là c'était sérieux, fais les branchements, etc. Et l'autre côté, il y avait des mises en scène de ces techniques. Pensez au sous-marin électrique de Verne ou d'autres, de mise en scène de technique dans des histoires. Donc c'était une façon aussi de parler de la technique, mais c'était né pratiquement dès Jules Verne, de parler de la technique autrement, dans un cadre romanesque, en étant plausible, en allant un peu plus loin que ce qu'on sait faire réellement, mais en étant quand même malgré tout plausible, en justifiant les choses. Et donc l'idée de rendre populaires les sciences. Et donc finalement, la science-fiction
à profiter de cet engouement pour les techniques et de toute cette fin 19e siècle où il y a eu énormément de revues en France, en Europe en général, de diffusion des sciences, enfin de vulgarisation des sciences, et plein de grands vulgarisateurs, qu'on pense à Figuier pour les insectes, qu'on pense un peu avant quand même à Flammarion en astronomie. Enfin, il y a eu des tas et des tas de personnes qui étaient très populaires dans leurs œuvres de parler des sciences. Je vais juste revenir sur un point que tu énonçais plus tôt. Ce que je trouve vraiment important dans la médiation scientifique ou l'accessibilité aux sciences ou les popular science, c'est certes de donner une connaissance aux gens qui puissent se l'approprier, qui puissent la comprendre avec des termes qui puissent également s'approprier, mais c'est aussi leur permettre de se rendre compte que ce n'est pas toute la science qui leur est donnée. Parce que c'est là qu'on attise un petit peu la curiosité des gens à aller chercher plus loin et à comprendre que, ok, ils ont compris ça, mais il y a énormément d'autres subtilités. Soit qui sont connues par ailleurs par le monde scientifique expert et qui, là, leur a pas été rendu accessible, soit qui sont même pas connus par le monde scientifique expert. Et je trouve que c'est comme ça qu'on donne envie au grand public, comme on les appelle, qu'on donne envie au grand public et à tout le monde, en fait, d'aller chercher par eux-mêmes des informations et d'aller, pourquoi pas, se lancer dans une carrière de recherche ou d'aller reprendre des études sur telle ou telle chose. Donc je trouve que dans la médiation scientifique ou l'accessibilité à la science, il y a quand même un travail important de la part des gens qui s'en chargent, même s'ils le rendent accessible, de continuer à montrer qu'il existe des choses à aller chercher plus loin. Tu as posé la question de l'expertise, qui est quand même assez importante aussi en vulgarisation. Est-ce que tu penses ou est-ce que vous pensez, en fait, finalement, que la vulgarisation amène aussi une espèce de relation de pouvoir, on pourrait dire, entre celui qui sait donc et qui amène la connaissance et la personne qui serait profane? Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous considérez vraiment que vous pouvez peut-être vous aussi apprendre du public profane aussi? Vous voyez? Bah, moi, dans mon cas, dans ce que je fais, déjà, j'apprends moi-même des scientifiques avec qui je travaille. Après, je pense qu'il ne faut pas voir, et c'est marrant d'ailleurs, comme l'idée quand même est assez ancrée de cette verticalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'un scientifique qui travaille en neurosciences, c'est aussi un profane, je ne sais pas, dans un autre domaine. Donc, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de... Je pense que d'abord, moi, justement, j'ai l'impression de travailler quelque part pour moi. C'est-à-dire qu'il y a cet ensemble de connaissances qui est là et on a envie de s'en emparer, on a envie de l'explorer, on a envie d'attraper des trucs. Après, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir jusqu'où on va dans ce travail. C'est-à-dire que, effectivement, moi, quand je fais un film sur les neurosciences ou sur l'astrophysique ou sur les mathématiques, je ne vais pas devenir un expert du tout. Je ne vais même pas devenir un étudiant. C'est-à-dire que donc, il faut effectivement trouver une distance qui soit la bonne distance, quoi, qui va être sans doute entre le niveau de connaissance de l'expert et le niveau de connaissance du grand public. À quel endroit entre les deux, je ne sais pas, mais c'est ça qu'il faut trouver, c'est le réglage qu'il faut trouver. Et puis, effectivement, comme le disait Jeanne, je pense que c'est important moi, dans ma pratique en documentaire en général, pas seulement en sciences, de ne pas donner l'impression, et c'est un reproche que je fais souvent d'ailleurs aux documentaires scientifiques que je vois, de ne pas donner l'impression que la connaissance, voilà, elle est là, et qu'elle est la voix qui vous parle, elle vous raconte comment ça se passe à l'intérieur d'un proton, comment ça se passe au sein de l'ADN, etc., etc. Et de faire la place, effectivement, à la complexité, à ce qui n'est pas connu, au débat, aux questions ouvertes. Je pense qu'effectivement, c'est une façon c'est vraiment la base de ce qu'on doit faire en médiation, parce qu'on n'est pas là pour... déjà, on n'est pas là uniquement pour asséner des vérités. Et puis, en plus, si on voulait faire croire aux gens que les questions qu'on traite quand on parle je sais pas, j'étais sur l'hypothèse de Riemann il n'y a pas très longtemps, que tout ça est clos, on va leur dire une énorme... un mensonge. Pour la partie d'apprentissage, il y a quand même dans l'échange avec un public non expert,
l'expert, pour peu qu'il se penche sur les réactions de ce public, apprendra à mieux formuler ce qu'il croit savoir, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'effectivement, en tant qu'expert, il manipule ses concepts, il en use quotidiennement dans son travail, ce qui lui permet de produire tout un tas de choses, de nouvelles recherches, de nouvelles idées, des articles scientifiques, etc. Il y a toute une production qui est issue de ces raisonnements, de ces réflexions, mais ça ne le rend pas pour autant capable de les rendre intelligibles déjà aux gens de sa propre communauté. Il y a déjà un point, mais ça c'est normalement l'article scientifique qui passe sous les fourches codines de la discussion et de la vérification par les pairs. Donc ça c'est déjà un point, mais si les pairs ne comprennent rien, d'une certaine façon, ils ne peuvent pas jauger de la qualité du papier. Et puis ensuite, il y a... on dit la communication, mais enfin, il faut bien publiciser un peu tout ça. D'une certaine façon, il y a cette récompense symbolique. On le voit aujourd'hui avec le prix Nobel de physique accordé à Alain Aspect. Il y a une récompense symbolique qui peut être apportée parce que les connaissances qu'il a produites ont été, d'une certaine façon, diffusées dans le monde scientifique, au-delà du monde scientifique, dans le monde scientifique et au-delà du monde scientifique. Et donc, ça donne une aura au personnage, que ce soit un prix Nobel ou n'importe quel grand scientifique ou grande scientifique, une aura qui est différente si les connaissances qu'il a produites deviennent digérables par un public plus large. Et donc, il y a cette part-là d'échange de ce point de vue avec le profane pour... quand il fait des hurons, il ne comprend rien à ce que vous avez dit. Si vous ne posez pas de questions, voilà, il y a une itération qui se fait normalement et on converge, enfin on espère converger vers quelque chose qui est digeste, qui est compréhensible. Alors il y a aussi l'aspect science profane, science experte, c'est-à-dire que tout le monde se pose des questions. Et simplement, il y en a, on va dire, ça c'est des questions scientifiques qui sont dignes de science, et puis d'autres non. Je ne sais pas, moi, l'existence des ovnis, ça ne rentre pas dans le champ des sciences, alors que la question de savoir ce qu'il y a dans le proton, ou pour reprendre le prix Nobel aujourd'hui sur l'intrication quantique, ça rentre dans le champ des sciences. Malgré tout, les gens se posent des questions, à juste titre, et essaient d'interroger le réel, de comprendre le réel avec les moyens dont ils disposent, les connaissances dont ils disposent et les outils mentaux dont ils disposent. Et donc, il faut, même comme expert, alors ça peut prendre du temps et des fois c'est un peu fatigant, il faut reconnaître, mais regardez ça avec bienveillance, parce qu'après tout, il y a des domaines de la connaissance qui d'abord ont été considérés comme nuls et non avenus. Par exemple, ce qu'on a longtemps cru être des pierres foudroyées, et parce qu'il était impossible que ce que les paysans disaient avoir vu tomber du ciel, avoir vu tomber des cailloux du ciel, c'était tout à fait impossible au regard de la science de l'époque, XVIIIe siècle. Et donc c'était donc forcément balivernes, et ces pierres bizarres devaient être des pierres foudroyées, et en fait c'était des météorites. Et quand on a réalisé en 1804, quand Jean-Baptiste Biot a fait l'expertise de ça et a réalisé à partir de témoignages de profanes, mais qui se posaient comme les scientifiques ou comme Biot la question de savoir est-ce que des pierres sont vraiment tombées du ciel dans la ville de l'Aigle qui est dans l'Orne, eh bien la réponse est oui. Il aboutit à une réponse oui au bout d'une longue enquête, et ça a montré, et ça donne toutes les météorites, toute la discipline des météorites. Et puis à l'inverse, il y a des tas de scientifiques qui, observant très attentivement la planète Mars, ont vu des tas de canaux, ce qui était d'ailleurs du nord au sud, enfin des pôles vers l'équateur, ce qui était normal. L'équateur, il fait chaud, les pôles, il y a des calottes polaires qu'on voyait bien. Et puis ces Martiens, qui bien sûr étaient sur Mars, avaient besoin d'eau, donc c'est normal qu'ils construisent des grands canaux. Tout faisait sens. Mais simplement, c'était baliverne dans l'autre sens. Donc voilà, l'idée que cette science profane ou science experte, ça peut changer de camp de temps en temps, ça peut changer de camp, et il ne faut pas arriver en étant trop sûr de soi, même si, bien sûr, il faut donc du coup communiquer ou expliquer comment fonctionne la méthode scientifique, la méthode, si on peut appeler ça la méthode, mais comment on progresse en science, comment on affermit les connaissances en science, et comment finalement on sait ce que l'on sait avec quelques certitudes, avec quelques confiance, plutôt que certitude, avec quelques confiance. Donc cet aspect-là d'échange avec le grand public, il est très important, et là on apprend aussi, parce quand les questions entre guillemets idiotes, les questions naïves, les questions d'enfants, que les adultes n'osent pas toujours poser, mais les enfants, pour avoir beaucoup pratiqué les petits ateliers avec des élèves de CM1 ou CM2, eux, ils n'hésitent pas à poser des questions qui tuent, quoi. Et on sent bien, si on est un peu honnête avec soi-même, qu'en fait, on ne sait pas y répondre profondément. Et en plus, on ne sait pas y répondre de façon intelligible pour un gamin de 9 ou 10 ans. Et donc, on est deux fois un peu nul, en fait. Donc, cet échange-là, il est intéressant. Ce retour sur ses propres connaissances qui... Ah oui, bien sûr, c'est comme ça, mais en fait, oui, mais quand on se pose bien la question, mais comment je le sais que c'est comme ça? Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Et ça, c'est très intéressant. Ça ne fait pas progresser le domaine, mais pour soi-même, enfin, en tout cas, moi, je trouve ça très intéressant pour ma propre connaissance, de mes connaissances.
Ouais, je vais rebondir sur ce que tu dis sur les enfants. Bon, moi, je ne suis pas trop concernée par les enfants parce que c'est moi l'enfant en général, là. Mais j'ai grandi dans une famille qui est une famille d'artistes. Et du coup, je peux dire que vraiment, on en apprend énormément à communiquer avec des gens qui ne sont pas experts de notre domaine. Je ne dirais pas des gens qui ne sont pas experts, parce que finalement, même en science, il y a des experts de tout. Comme tu disais, comme vous disiez, Roland et Denis, on peut être expert d'un domaine et pas d'un autre. Et du coup, j'ai passé en gros toutes mes études à raconter à mes parents ce que j'apprenais en cours. Et donc, c'était une première étape pour moi dans la vie de vulgarisation, de médiation, d'accessibilité à la science. Et ce qui est très intéressant, c'est que les questions que mes parents me posaient alors, elles étaient des questions extrêmement basiques, mais vraiment à la base de la science. Mais simplement, je ne me les étais jamais posées. Et ça m'a vraiment permis de réaliser qu'en tant qu'expert, on est complètement biaisé. On est biaisé parce que ça fait 15 ans qu'on fait de la science à haut niveau, en tout cas de niveau de plus en plus haut. Et du coup, toutes les bases, des questions de base qu'on pourrait se poser, en fait, on ne se les a jamais posées. Parce que quand on était dans les petites classes, l'enseignant était la personne qui savait tout, et nous, on buvait les paroles. Petite classe, c'est primaire, collège, et puis même finalement lycée. Et quand on dépasse, donc jusque-là, on boit les questions, enfin on boit le savoir, en fait, et on ne se pose pas vraiment de questions, on ne remet pas en cause les choses. Et puis, passer le bac, donc à l'entrée en études supérieures, il y a cette idée qui commence à germer que même les profs, ils savent pas tout, en fait. Puis après, avec l'arrivée des smartphones, tout le monde peut checker en classe en même temps ce que dit le prof. Donc du coup, tout le monde peut voir « Ah, mais là, il s'est trompé ». Et certes, on peut voir ça comme une dégradation de la place du prof, parce que finalement, c'est plus lui qui sait tout. Mais je pense qu'à l'inverse, il faut le voir plutôt comme un partage vraiment d'expertise. Le prof dit ce qu'il sait. Alors, si c'est un bon prof, en général, ce qu'il sait, c'est des choses relativement à jour quand même. Et l'élève peut s'approprier ce que son prof sait et aussi s'approprier ce que son prof ne sait pas. Et dans sa tête, ça va dire s'approprier ce que le monde ne sait pas encore. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant d'être très ouvert aux questions non expertes, aux questions des gens qui ne sont pas dans notre domaine, et de garder en fait cette humilité et de savoir dire mince, je ne me suis jamais posé la question. Et oui, je me sens honteuse quand je me dis mais je ne me suis jamais posé la question, ça fait des années que je bosse dessus, je ne me suis pas posé la question. Mais en même temps, c'est génial de s'en rendre compte, parce que ça veut dire non, on est peut-être expert de notre domaine, mais en fait, il y a tellement de choses sur lesquelles on pourra encore travailler. Et puis, il n'y a pas que ça, évidemment. Une fois qu'on a compris quelque chose, il y a 2 stades à la compréhension. Il y a celle où on l'a compris, et il y a celle où le lendemain, il faut qu'on réexplique. Donc, mes parents artistes ne sont plus tellement un public non profane, à force. Je ne peux plus faire mes expériences dessus. Mais par contre, ils sont extrêmement intéressés par plein de choses scientifiques. Et une chose très vraie qu'ils me disent, et je le sens moi comme pour d'autres choses, ils sortent d'une conférence sur le neutron, et ils ont adoré. Ils disent, mais sur le coup, je croyais que j'avais compris. Là, le lendemain, incapable de réexpliquer. En même temps, c'est pas grave. L'intérêt, c'est qu'on a fait rêver les gens, on leur a montré des nouvelles connaissances, on leur a donné accès à un nouveau champ de connaissances qu'ils ne connaissaient même pas, l'existence du neutrino. Et après, savoir si oui ou non les gens sont capables de réexpliquer ce que c'est, ça, c'est l'autre stade d'apprentissage. Ça demande beaucoup plus de temps. Et après, pouvoir le réexpliquer, puis pouvoir le réexpliquer de manière adaptée à son public, et c'est là qu'intervient vraiment la médiation scientifique et l'accessibilité à la science. C'est réexpliquer, oui, mais à qui, devant qui, du coup, avec quels outils, que ce soit le dessin, la vidéo, les films. Est-ce qu'on s'adresse à des gens qui sont jeunes ou des gens qui sont moins jeunes? Et voilà, c'est tout ce travail-là de s'approprier les connaissances et de pouvoir ensuite les redistribuer. Du coup, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Il y a une question que je me posais. C'est quoi votre rapport à la vulgarisation de la formation de la connaissance scientifique dans un milieu institutionnel ou pas d'ailleurs? Justement, je pense que c'est absolument fondamental de parler à la fois des connaissances, parce que bien sûr, il faut savoir que les pommes tombent comme la lune, que le cerveau fonctionne comme ci ou comme ça, tel qu'on le comprend actuellement, etc. Mais c'est aussi important de savoir, comme je disais tout à l'heure, comment on l'a su, quel processus mental a été mis en place, et pas qu'une seule personne, ça peut être très long, très filandreux, qui a abouti finalement à ce qu'on pense être quelque chose qui décrit de façon cohérente et plausible la réalité. Et donc,
pour ça, pour montrer ça, moi, évidemment, faire un cours d'épistémologie des sciences ou de méthodologie scientifique ou quoi, c'est différent tout de suite la tannée. J'ai réalisé que je faisais ça sans le savoir, tel le monsieur Jourdain de la vulgarisation, en utilisant ces œuvres de science-fiction ou dans certaines scènes, parce qu'on peut recommencer à regarder les scènes d'œuvres de films de science-fiction ou de littérature de science-fiction et dire, en gros, ça marche pas, parce qu'ils racontent n'importe quoi, ce qui est essentiellement le cas. Mais de temps en temps, il y a des scènes qu'on peut analyser et pour essayer de tirer de l'information, essayer de mener une enquête finalement sur ces scènes. Et comme elles sont en général facilement montrables fausses, ça permet deux choses. D'une part, de poser la question pourquoi c'est faux, parce que c'est en fait la question essentielle en science. C'est pas tellement pourquoi c'est vrai, parce que la vérité n'est que temporaire. Et par contre, on est certain qu'une chose est fausse quand elle est contradictoire avec une observation ou avec une expérience, ou voire c'est souvent plusieurs observations, plusieurs expériences. Ça prend tout un temps. Il y a de temps en temps l'expérience cruciale, mais enfin c'est plutôt un ensemble d'observations et de phénomènes qui mettent à bas une représentation du monde. Mais ça permet de poser la question pourquoi c'est faux, dans une situation très simple où là il y a vraiment une expérience cruciale. Là, le coup de l'expérience cruciale, elle marche bien. C'est faux parce que c'est en violation de tels principes de physique, de chimie, de biologie. Et puis on peut faire aussi une enquête quand parfois c'est pas faux. Faire une enquête, essayer de déterminer des informations sur l'œuvre qui ne sont pas données dans l'œuvre. La taille de tel être. Une enquête qu'on me demande beaucoup, c'est la puissance d'un sabre laser. Un sabre laser, combien de watts? Voilà. C'est une question légitime. Hein. Après tout, ça fait des trucs, les sabres laser. On aimerait en avoir un. Et quand on a un, on va savoir combien de piles on met dedans. Quoi. Quand on fabrique le truc, c'est important. Donc, ce genre d'enquête-là, ça permet de montrer en action sur des sujets très légers, il faut reconnaître, et dans des situations plutôt simples, de montrer comment on peut procéder par essai et erreur, émettre une hypothèse, dire « Ah ben non, Jeanne a dit ah ben non, mais tu déconnes, t'as dit ça, mais regarde, dans telle autre scène, il nous dit un autre truc, ah oui, t'as raison. » Et de fil en aiguille, on peut construire un raisonnement en collaborant avec le public. J'ai plein de choses qui me sont venues de questions du public, en collaborant avec d'autres, en discutant avec d'autres collègues, et aboutir à la fin, sur des œuvres de fiction, et non pas sur le réel, à une position qui fait consensus, et qui est cohérente entre ce que l'on voit et ce que l'on sait des lois de la physique, par exemple, d'ici et maintenant sur Terre. Ça, c'est tout à fait une position de l'astrophysique. C'est la position de l'astrophysique, hein, puisqu'il n'y a pas d'expérience en astrophysique, il n'y a guère que des observations, de plus en plus sophistiquées, mais des observations, et on n'a pas accès directement aux objets qui sont observés, on n'a accès qu'indirectement par la lumière, par exemple, mais il y a d'autres vecteurs, les ondes gravitationnelles maintenant, les particules, les neutrinos nous viennent parler Jeanne et d'autres, et donc on a un accès indirect aux objets, il faut essayer de reconstruire une cohérence maximum de description de ce que l'on voit à partir de ce que l'on sait en physique de laboratoire où on a pu expérimenter. Et donc cet usage, moi, ce rapport que j'ai, il a été finalement, je ne l'ai pas forgé, il n'était pas arrivé tout armé dans mon esprit, c'est arrivé en me rendant compte que j'étais en train de faire des sciences, en tout cas d'utiliser ce qu'on fait en sciences, les rouages mentaux typiques qu'on utilise en sciences, en faisant ces analyses d'œuvres de fiction et en démontant ce que l'on voyait, pas pour être désagréable. Moi, j'aime la science-fiction, donc je suis pas là. Quand ça marche pas, je dis pas tous des gros nuls, c'est pas le point. Mais en essayant de dire pourquoi c'est faux, qui est finalement ce qui se passe. Hein, en sciences, typiquement, quand une équipe de recherche ou un chercheur, une chercheuse arrive avec une idée nouvelle, ses copains disent super, et tout de suite ils tapent dessus pour essayer de savoir si ça résiste, quoi. Et si c'est cassé tout de suite, bon, ben, c'est pas très grave, ça veut dire qu'on peut passer à autre chose, ça fait gagner du temps. Si ça résiste, ah ben, c'est intéressant. On va la garder et on va continuer à taper dessus le plus longtemps possible, de sorte qu'à un moment donné, ça résiste pas. Bon, on est un peu déçu, il faut jeter l'idée et reprendre autre. Et puis si ça résiste vraiment longtemps, ben, c'est bien, c'est peut-être un papier publiable, c'est peut-être quelque chose qui va faire sens sur le long terme. Donc ce rapport, voilà, je l'ai eu comme ça en apprenant à marcher, tel le monsieur Jourdain de la vulgarisation, et en me disant que finalement c'était aussi important, d'abord, et que ça pouvait passer par ces analyses d'œuvres, mais ça pourrait être une image, une photographie, je sais pas, n'importe quoi. Il y a plein d'autres supports, bien sûr, à analyser, à discuter. Non, mais, oui, enfin sur la place du processus de découverte dans les histoires que nous, on peut inventer pour raconter les sciences, ben, je crois qu'effectivement, bon, là aussi, c'est pareil, c'est aussi un seuil à trouver, quoi. Là, je sors d'une série de films de 10 minutes sur des grandes idées de mathématiques. Quand tu as 10 minutes pour raconter ce que c'est que la topologie ou ce que c'est que l'infini en mathématiques,
Tu ne vas pas faire le détail de l'histoire des sciences et raconter tout. En même temps, les questions qui se sont posées, les questions par lesquelles est passée la recherche, c'est souvent vachement pédagogique. Ça aide souvent vachement à comprendre. J'essaye de raconter les nombres complexes. Les nombres complexes, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, tu vois, pour le grand public, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas si vous êtes en sciences, si pour vous tout ça c'est une évidence. Je vous assure que à l'extérieur, voilà, pour essayer déjà de faire comprendre au public pourquoi, enfin, quel est l'usage, d'où sort cette invention, pourquoi on en a eu besoin, c'est pas évident. Donc effectivement, en racontant la formation, à quel problème en fait, à quel problème on a essayé de répondre dans cette invention-là, effectivement, c'est un moteur qui permet de raconter. Donc voilà. Après, effectivement, je pense qu'il y a après, voilà, il faut juste essayer de trouver la bonne dimension, pas ensevelir sous l'histoire des sciences, mais effectivement, je pense qu'en passant par le questionnement, c'est un bon moteur du récit. Ouais. Ouais, justement, je vais rebondir sur ce que tu dis, Denis. Ça me fait penser à un cours de maths que j'avais donné, et je m'étais dit en sortant du cours, purée, j'ai été trop nulle, j'ai eu du mal à faire l'exercice. Et du coup, le cours, à la place d'être un cours où je fais faire l'exercice de maths et puis en gros je corrige, donc l'enseignant qui sait tout et qui diffuse sa connaissance, je me suis retrouvée à faire un cours d'1 heure de recherche mathématique. Et moi, je m'étais trouvée nulle là-dedans. Enfin, je m'étais trouvée nulle de ne pas avoir su la réponse de façon instantanée. Et il y a une autre personne qui était avec moi dans la salle et qui m'a dit « Mais c'était trop bien ton cours, t'as vu, tu leur as montré la démarche scientifique. » Je suis « Ah, t'as trouvé ça bien. Ok, cool. » Mais en fait, ça m'a fait réfléchir. Le fait de sortir de son rôle d'enseignant comme ça et d'être à côté de l'élève et réfléchir en même temps que lui, soit en faisant exprès, soit là, dans mon cas, c'était pas en faisant exprès, c'est extrêmement formateur à la fois pour soi parce qu'on est en train de chercher un exo de maths, moi je trouve ça cool, mais aussi pour l'élève, parce que l'élève se rend compte de ce que c'est que de la démarche de recherche. Je ne sais pas si vous avez déjà été comme ça dans des cours. Je pense que, pour moi en tout cas, j'avais surtout expérimenté en maths quand j'étais au lycée. Mais c'est ce moment où on lit l'énoncé et on ne sait même pas par quoi commencer. Et en fait, ce que j'ai appris à faire à ces gens-là, c'est... On peut être dans ce cas de figure, mais ce qu'il faut absolument faire, c'est sortir une feuille, un crayon et chercher. On ne sait même pas ce qu'on cherche, mais juste on écrit des trucs, un bout de l'énoncé qu'on a compris, une recherche, une idée, et c'est comme ça qu'on peut réussir à débloquer. Peut-être qu'on ne débloquera pas tout, mais on a débloqué des petits bouts. Et cette formation à la recherche, que ce soit en maths, que ce soit en bio, que ce soit en quoi que ce soit qu'on puisse chercher, je pense qu'elle est extrêmement importante et elle n'est pas assez mise en avant dans nos cours un peu magistraux, sûrement par manque de temps, mais peut-être aussi par manque d'une certaine humilité. On préfère donner des exercices dont on est sûr qu'on a la réponse, plutôt que de montrer aux élèves « Oh non, en fait, je ne sais pas faire ». Mais il y a une autre façon de faire, on ne leur dit pas comme ça « je ne sais pas faire », on leur dit « Ah aujourd'hui, un cours, on va chercher ensemble ». Et je pense que ça pourrait vraiment aider beaucoup d'entre nous à se débloquer sur nombre de situations, mais même des situations de la vie de tous les jours. On n'a pas tout le temps la réponse à tout ce qui nous arrive au quotidien, et c'est important de savoir aller chercher les réponses, et aussi de savoir se contenter de fragments de réponses pour le moment, et peut-être que ça évoluera plus tard. Voilà. Alors j'aimerais aller un petit peu plus loin dans la conversation. Mes recherches, moi, portent sur la reconnaissance faciale, sur l'éthique de la reconnaissance faciale. Et il y a un gros problème de la reconnaissance faciale qui est l'opacité des algorithmes. Et en fait, je voulais savoir votre avis sur le rôle des vulgarisateurs dans les questions qui sont qui font des gros débats, des grosses questions de type social, etc. Par exemple, les rapports du GIEC, au hasard. Ou ce genre de questions-là, c'est-à-dire comment on peut rendre compte de la complexité de la situation à partir de vulgarisation des sciences, en fait. Alors moi, j'ai pas la réponse, mais j'ai en tête, je trouve que Arte fait ça super bien, en vrai. Donc moi, j'y connais pas grand-chose en histoire. Je pense que ça faisait partie des matières que je détestais le plus avant de plus l'avoir. Mais ça m'a toujours intéressée. Ce qui m'a pas intéressée, c'était de l'apprendre. Mais par contre, d'être au courant, ça, c'était intéressant. Et du coup, Arte, pour moi, est devenu mon prof d'histoire depuis le bac. Hein. Et je trouve qu'Arte fait ça très bien. C'est-à-dire qu'à la fin d'un documentaire Arte,
on se retrouve à se dire, ok, donc maintenant je connais les pour et les contre, et je suis exactement au même stade qu'il y a 1h30 avant le documentaire, c'est que je ne sais pas quoi en penser. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a plein de débats, même le rapport du GIEC, même des trucs que je connais peut-être un peu mieux à cause de mes études, mais la PAC, la politique agricole commune, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais il y a des arguments dans les deux sens. Et c'est intéressant de parvenir à donner ces arguments. Arte parvient même à un truc très fort, je trouve, je pense que ce n'est pas le seul, mais non seulement il donne les arguments factuels, mais de façon très didactique, et en plus, il donne son avis quand même. Donc on sait ce qu'Arte pense, on sait ce qu'une chaîne de télé pense, on sait qu'une chaîne est plutôt de gauche ou de droite, plutôt écolo ou pas. On le sent, même si ça n'a pas été dit complètement, ça a été dit à demi-mot. Donc je trouve ça assez fort de pouvoir à la fois donner son avis, son point de vue, et en même temps donner toutes les clés en main pour dire, voilà, la situation, tu croyais qu'elle était compliquée, en fait elle est extrêmement compliquée, mais à toi maintenant, avec tous ces éléments en plus, de savoir si... tu as tel avis sur la question ou tel autre. Ouais, mais alors, moi dans ce que tu dis, Jeanne, il y a un truc qui m'interpelle, c'est que par rapport justement au rapport du GIEC, par rapport à des choses comme ça, ce qui est rigolo, c'est que justement là on parle de démarche scientifique, de faire comprendre les démarches scientifiques. En vérité, là dans ce cas-là, donc quand moi je regarde le rapport du GIEC, je ne vais pas du tout appliquer une méthode scientifique. Je vais revenir complètement à un truc de l'ancien monde, de l'ancien système, qui est un argument d'autorité. Moi, je vais croire finalement ce que dit le rapport du GIEC parce que j'ai confiance dans le système global de la science. Et en gros, je pense que ces gens sont des gens compétents qui savent ce qu'ils racontent. Et du coup, quand je vais me retrouver face à un climato-sceptique qui va me dire « Non, mais pas du tout, regarde tel truc, machin, je sais que tel machin et tel machin, c'est faux, en fait », j'ai pas tellement d'arguments, ça va être un peu compliqué à défendre, tu vois, sur le mode de la discussion scientifique, parce qu'en fait, on n'est pas là-dedans. Donc, en fait, c'est un peu plus compliqué. Enfin, je veux dire, on peut pas être seulement faire usage seulement de méthodes scientifiques. Il y a aussi un moment où on est au-delà de ça. Et de la même façon que moi, en généralisant, il y a un truc moi qui me frappe, c'est que dans les processus de découverte scientifique, il n'y a pas grand-chose de scientifique, quoi, de la même façon. On est dans des choses où, certes, la méthode est là, mais après, la méthode, elle ne dit pas comment on trouve un truc. Voilà. Donc, en fait, il y a toute cette zone qui est... le rapport entre les deux n'est peut-être pas être très clair, mais il y a toute une zone où, effectivement... tout en croyant complètement à la méthode scientifique et en étant là-dedans, en fait, on est obligé d'être à côté. Et en particulier aussi, quand on fait un film de science, c'est absolument pas une activité scientifique de faire un film de science. C'est tout sauf ça, paradoxalement. Justement, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, notamment sur le GIEC. Et dans ce cas-là, on pourrait se dire, ce qui est intéressant, c'est certes de donner les résultats qu'on a eus, mais souvent, c'est les petites lignes qu'on lit dans les papiers scientifiques ou même d'autres trucs moins scientifiques, mais les petites lignes. Ce test a été fait sur un certain nombre de réplicas. Mais ça change tout, en fait. Sauf que ça change tout pour la personne qui comprend comment a été fait l'expérience, qui comprend ce que ça veut dire d'avoir tant de nombre de réplicas pour l'expérience ou tel autre nombre, qui comprend ce que ça veut dire tel choix de conditions plutôt qu'une autre. Par contre, pour la personne qui ne sait pas, qui comprend pas ces expériences-là, elle ne peut pas savoir. Donc, comme tu dis, en fait, elle va accepter parce que c'est une expérience, c'est des résultats scientifiques. Du coup, peut-être que ce sur quoi on devrait plus vulgariser encore, parce que ça, finalement, c'est assez peu fait, c'est pas tant la méthode, mais les outils scientifiques. Peut-être. C'est exactement là où je voulais en venir, du coup, oui, c'est parfait. Effectivement. Il y a un truc en philosophie des sciences qui s'appelle la sous-détermination empirique des théories, de Quine. Et c'est un truc qui pose quand même question quand on s'attaque à la pratique scientifique, c'est qu'en fait, ok, il y a un rapport du GIEC, mais il y a plein de contre-études sur le rapport du GIEC. Et donc, à partir de ce moment-là, qui on écoute, en fait? Et donc, je pense que, comme tu dis, la vulgarisation scientifique doit se saisir de ce genre de questions. Effectivement. Je veux juste rebondir là-dessus. Roland, tu as des choses à dire là-dessus? Non, tu n'es pas obligé. Hein. Si, évoquer au moins mon
un témoignage d'une certaine façon, je ne sais pas si c'est particulièrement pertinent, puisque maintenant, moi j'ai longtemps enseigné la physique pour futurs physiciens ou futures physiciennes, et maintenant je n'enseigne plus la physique que pour futurs dirigeants, si j'ose dire, ou dirigeantes. J'enseigne la physique ou des éléments de physique pour des gens qui viennent de SHS essentiellement. Et donc j'enseigne ça à Sciences Po en deuxième année et dans un master à Paris-Cité, dans un master qui s'appelle Approche sociale des enjeux énergétiques, et à Sciences Po, le cours s'appelle Transition énergétique. Et puis j'enseigne aussi ça, pour partie, d'une façon un peu différente, à l'ENS Paris-Saclay. Et donc ces éléments-là, il y a des éléments de science, évidemment, factuels. Il faut comprendre un certain nombre de lois, disons, et de la physique, la condensation de l'énergie, l'augmentation de l'entropie, des choses comme ça. Là, j'ai dit brutalement, mais on peut essayer de rendre ça plus glissant pour que ça se passe mieux. Mais il y a un certain nombre de lois dont on ne peut pas faire l'oubli, qu'on ne peut pas oublier, enfin on ne peut pas les ignorer, les oublier ou les ignorer, si tant est qu'on veut avoir une politique énergétique, par exemple, ou une politique écologique digne de ce nom. Donc ça, c'est un point, il y a un peu les faits à comprendre. Et puis ensuite, il y a aussi le concret on fait quelque chose, quoi. Et là, il y a une affaire qui est plus politique, plus de choix social. Donc là, l'intermédiaire que je trouve, moi, c'est de montrer à la fois les contraintes. La science, telle qu'on comprend le monde actuellement, ça pose des contraintes et il faut les respecter parce que on ne négocie pas avec les lois du monde. On ne négocie pas avec l'augmentation de l'entropie, quoi. Elle est comme ça et basta, quoi. Il faut faire avec et se débrouiller avec ça. Donc on ne négocie pas avec ça. Et il vaut mieux le savoir comment ça marche. Et par ailleurs, ça fixe un cadre dans lequel il y a quand même des marges de manœuvre et donc des choix à faire. On fait plutôt ci ou plutôt ça. Et là, c'est des choix qui sont d'un autre ordre que des choix scientifiques. Et donc ce que j'essaie de faire dans ces cours, c'est à la fois donner des éléments factuels de science, de borner un peu les possibles, et pour mettre à l'extérieur de ces possibles des choses qui ne le sont pas, justement, au regard de cette physique. Donc, telle idée pour faire, je ne sais quoi, la machine, le moteur à eau, par exemple. Bon, ben ça marche pas, le moteur à eau, il y a des arguments pour ça. Ou le mouvement perpétuel. Enfin, je donne volontairement des choses caricaturales, mais des choses plus subtiles à discuter. Et après, il y a tout ce qui rentre dans ce cadre. Et dans ce cadre-là, bien leur faire comprendre, mais c'est presque une évidence, que ça, après, c'est autre chose, c'est d'un autre ordre. Et c'est pour ça que je préfère m'adresser à des étudiants, entre guillemets, futurs dirigeants ou dirigeantes, je ne sais pas s'ils le sauront, mais enfin, qui d'une façon ou d'une autre auront les manettes de la machine monde en main, pour qu'ensuite, ils puissent faire leurs décisions de façon éduquée, dans un cône de plausibilité qui soit le bon, et pas à côté de la plaque, et que là-dedans, il y a des choix qui sont... et que moi-même, j'ai des opinions sur ces choses-là. Alors après, comme en général, on discute après les cours, là, je peux sortir de... Je ne suis pas toujours très neutre pendant mes cours, je le reconnais bien volontiers, mais là, voilà, je suis franchement plus neutre quand je ne suis plus dans les cours. Mais voilà, il y a aussi... Parce que dans une partie de cours, quand on est, malgré tout, en position verticale, même si on essaie d'éviter ça, évidemment, il y a malgré tout, il y a quand même deux personnes. Il y a quand même celui qui donne le... Enfin, comme dans le... Il y a deux catégories d'humains, ceux qui ont les pistolets et ceux qui creusent. Il y a ceux qui donnent les cours et font les examens, et puis il y a ceux qui suivent les cours et qui répondent aux questions des examens, malgré tout. Donc il y a quand même une asymétrie de position très claire, et donc on ne peut pas profiter, entre guillemets, ou même oublier que cette asymétrie existe, et profiter de cette asymétrie pour imposer des visions du monde qui seront celles du professeur ou de la professeure, plutôt que de donner les outils qui permettront aux jeunes cerveaux, aux jeunes esprits, de se forger une opinion à partir des éléments qu'on leur donne. Même si, évidemment, les professeurs, sur ces questions-là, notamment transition écologique, par exemple, j'ai mon opinion, enfin, j'ai des idées sur la question. Voilà. Donc c'est important de pouvoir de montrer un peu tout ça, tout ce flou. Et sur ces questions-là, typiquement ces questions-là, c'est très intimement mélangé, quoi. C'est vraiment très intimement. C'est pas la même chose quand on parle de la physique du neutron, quoi. Ça, pour le coup, tout le monde. Enfin, c'est pas sans conséquence les affaires du neutron sur plein de choses, mais typiquement, on s'en fout un peu, quoi. On peut être, oui, je suis pour le neutron, contre le proton. Bon, ça, on s'en fout, quoi. Ça fait rire les élèves, mais c'est tout, quoi. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier quand même, et je pense que vous le prenez en compte dans votre vulgarisation, que les dynamiques sociales dans la science sont quand même très importantes, et d'où le fait d'historiciser aussi ce genre de pratique. Mais du coup, vous parliez de tout ça, j'aimerais poser une dernière question. Quel est le poids aujourd'hui du vulgarisateur, sa légitimité dans le débat public, dans le discours public? Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vulgarisateurs qui souffrent d'une considération assez négative de la part des experts et qui donc les discrédibilise. C'est-à-dire que je pense qu'on est nombreux, en tant qu'experts de notre domaine,
à voir un film ou à écouter quelqu'un qui vulgarise au grand public et à se dire « Ouais, mais là, c'est complètement faux ce qu'il raconte ». Alors, il y a deux choses. Soit il y a un truc faux, mais comme tu dis, Roland, pour un film de science-fiction, en fait, c'est pas le propos que ce soit faux, on s'en fiche un peu. Soit c'est pour de la vulgarisation vraiment scientifique et c'est faux, là, c'est un peu gênant. Soit c'est pas faux, mais c'est simplement romancé ou alors vu à travers certaines images, voilà. Donc il y a plusieurs façons de pouvoir transmettre l'information. Mais c'est vrai que je trouve que nombre d'experts, en tout cas, ont peut-être un petit peu tendance à discrédibiliser le vulgarisateur. À tort ou à raison, dans le sens où, oui, il y a des gens qui racontent des choses fausses, qu'ils soient vulgarisateurs ou experts d'ailleurs, ça ne change rien. Mais il y a aussi un certain nombre de gens qui font des choses extra en termes de communication à d'autres publics et qui ne sont pas forcément considérés par des experts. Je pense aussi que les experts devraient aussi voir la vulgarisation comme une réelle compétence que tout le monde n'a pas. C'est pas quelque chose qui est facile à faire. C'est déjà, il faut des outils de communication pour le faire. C'est-à-dire que, je pense que moi, si je ne dessinais pas et que je savais rien faire d'autre en termes de production d'images sous n'importe quel format, je vulgariserais peut-être pas beaucoup. Peut-être que je raconterais des choses à l'oral. Je serais conteur, vulgarisateur. Et ce serait un super talent aussi, mais je n'ai pas cette compétence orale. Donc, je pense que c'est un réel travail et c'est la sollicitation de beaucoup de compétences, qualifications, talents différents qu'il ne faut pas négliger. Et que oui, forcément, la partie scientifique pure et dure, soit le vulgarisateur ne l'a pas parce qu'il n'est pas scientifique, expert de ce domaine-là à la base, soit il l'a, il a décidé de ne pas la montrer. Mais il faut, je ne pense pas jeter le bâton trop vite sur les gens qui donnent de leur temps et de leur énergie pour rendre accessibles les sciences. Merci, parce que c'est gentil pour les vulgarisateurs. Après, effectivement, moi j'ai l'impression, et ce dialogue, le dialogue qui s'établit en fait avec les scientifiques et avec les experts, il n'est pas toujours évident. Et effectivement, il y a toutes sortes, il y a évidemment toutes sortes de gens, toutes sortes de scientifiques avec toutes sortes d'approches de ça. Il y en a par exemple qui sont eux-mêmes des excellents vulgarisateurs, qui ont ce talent supplémentaire de savoir, de réussir à communiquer, à expliquer, voilà, etc. Roland, en est un exemple. Après, c'est pas une compétence qui est indispensable pour faire des sciences. Et effectivement, c'est une compétence extrêmement différente, je pense, globalement, de faire cette médiation, de réussir à produire un autre type de discours qui a vraiment un autre usage. C'est une compétence différente que celle d'être un scientifique pur et dur. Moi, c'est vrai qu'il y a c'est une sorte aussi d'hubris peut-être insupportable de dire bon, ok, je vais m'approprier tout ça, je vais faire un film sur la physique quantique et paf. Et je vais faire un film sur l'hypothèse de Riemann. Qu'est-ce que je connais à l'hypothèse de Riemann ? J'ai arrêté mes études de maths au bac. J'ai vraiment pas le droit de faire ça. Après, voilà, je le fais en essayant de le faire précautionneusement, en travaillant avec des gens qui comprennent les choses de bien plus loin que je ne les comprends moi-même, en étant conscient de ces places respectives. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que en fait, faut voir que de toute façon, voilà, un film de science, quelque chose de vulgarisation, c'est un autre type de discours. C'est-à-dire, je suis même pas sûr que la question puisse vraiment toujours se poser en termes de c'est vrai, c'est faux. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est un autre type de discours, on n'est pas dans un discours scientifique, on n'est pas dans c'est pas un article. On produit un discours qui est d'un autre ordre. Et donc, effectivement, c'est comme si le discours qu'on produit était une image du discours scientifique, une représentation. Donc, en fait, il y a cette distance entre le discours représenté et le discours représentant qui fait que la question, elle n'est pas une question de vérité, elle est une question de bonne représentation. Et donc, il y a toujours en fait une négociation donc, avec les experts quand on travaille comme ça sur quelque chose qui est vraiment leur domaine et qui est souvent des choses assez pointues et où ils sont très rigoureux, très précis. Et il y a cette espèce de négociation pour essayer de trouver en fait, plus que d'éviter juste de dire des conneries, ça, on essaye d'éviter de dire des conneries, mais peut-être plus que ça, de trouver une bonne image, une bonne représentation, quelque chose qui effectivement passerait pas du tout dans un article scientifique, mais va quand même
en essayant de s'approprier ça ensemble, va former une image la moins éloignée possible de l'objet dont on parle et qui, lui, ne sera jamais accessible parce que les gens vont pas mettre le nez dans les équations. Donc voilà, c'est vraiment essayer en fait de faire comme une espèce de portrait en fait du sujet en commun, quoi. Oui, c'est ça. Je conclurai comme ça, pareil, enfin, tout à fait dans le sens de Denis, sur le fait qu'il y a un essai d'une alliance entre des gens qui sont experts du domaine mais qui ne sont pas toujours capables de l'exprimer de façon compréhensible, ou qui ne sont pas capables de sortir du syndrome de l'expert qui est de tout de suite aller sur le point qui les concerne en oubliant qu'il y a des prérequis considérables avant de comprendre pourquoi ils font cette chose-là, et que ces prérequis considérables sont des fois si considérables qu'en fait, sur un documentaire de 52 minutes, il faut y passer 51 minutes environ, et puis à la fin, la dernière minute, on dit « Ah oui, peut-être The Riemann, cool ». Et donc il y a besoin de gens qui font l'intermédiation et donc d'une alliance objective entre les deux. Ça pourrait être la même chose avec tous les médiateurs, ça pourrait être avec les journalistes qui parlent de science dans les journaux, avec les jeunes gens qui, parce que le média s'y prête, les jeunes gens qui ont fait sur YouTube tout un tas de vidéos de vulgarisation, ils n'ont pas demandé l'autorisation, ils ont dit je fais des vidéos, je le fais. Puis voilà. Donc ça, c'était d'une certaine façon une très grande facilité pour eux d'arriver. Enfin, facilité, il a fallu faire, mais il n'y a pas eu besoin d'autorisation à demander, alors que moi, la méthode à grand-papa, j'ai demandé l'autorisation pour écrire des bouquins. En gros, il fallait qu'un éditeur, mon premier bouquin, veuille bien publier mon premier bouquin. Sinon, je fais des conférences auprès de gens qui veulent bien que je fasse une conférence ou qui m'en demandent une. Donc ça veut dire il faut lever le doigt et espérer que quelqu'un vous écoute. Maintenant, il n'y a pas forcément besoin de lever le doigt. On fait des vidéos. Enfin, maintenant, le YouTube est saturé de plein de trucs, mais bon. En tout cas, il y a une alliance objective à faire, parce que malgré tout, du côté de l'expert, ils sont quand même une source primaire. Ils sont la source primaire. Enfin, si on parlait d'histoire, il y a ceux qui parlent d'histoire de seconde main et ceux qui ont été lire les sources. Alors des fois, quand c'est écrit en grec ancien, ça limite pas mal les gens qui peuvent lire les sources primaires. Et du coup, l'expert a un rôle très important, parce que lui, il a accès aux sources primaires et il les comprend. Et ça ne le rend pas pour autant capable de les raconter de manière, disons, compréhensible, tout en gardant une plausibilité raisonnable, parce qu'il veut que ça soit parfait, comme a dit le poète grec du IVe siècle. Donc, il y a besoin de cette compétence, là, dont j'avais tout à fait dans le sens de Jeanne aussi. Il y a une compétence qui est souvent sous-estimée par le milieu scientifique, pour dire en gros, pour faire simple, tous ces médiateurs, ils racontent n'importe quoi. Moi, je sais mieux. Et oui, camarade, tu sais mieux, mais quand tu le dis, c'est incompréhensible. Donc, entre un truc qui est bien dit et léger et quelque chose qui est mal dit et parfait, ça fait toujours 0 fois 0, quoi, à quelque chose près, donc à la fin, il ne sort rien. Donc il y a quelque part une optimisation à faire entre où on se coupe le bras, les choix qu'on fait, et ça, il n'y a guère que l'expert qui peut faire ça, mais il faut qu'il soit d'accord pour faire ce geste de « Ok, on ne va pas tout raconter, et je dois, moi, comme expert, choisir, hiérarchiser les connaissances dont il va falloir parler pour aboutir au sujet dont on veut parler. » Et cette hiérarchie-là, il n'y a guère que l'expert qui peut la faire. Parce que celui qui est dans la médiation, sa hiérarchie, ça va être simple, il va parler de ce qu'il a compris et il va oublier ce qu'il n'a pas compris. Et ça peut être un choix, parce qu'effectivement, au moins, comme, entre guillemets, ignorant étalon, il aura fait des choix qui sont ceux du public, de certaine façon, mais il n'ira peut-être pas dans la profondeur où il ratera des choses importantes qu'il n'a pas comprises, mais qui sont quand même importantes à raconter. Et donc, il y a vraiment besoin de cette alliance-là. Et je vois que ça, c'est quand même très clairement passé dans les mœurs des gens qui essaient de vivre de la vulgarisation. Parce qu'il fut un temps, les gens qui faisaient de la vulgarisation étaient aussi des scientifiques, et d'ailleurs pas toujours bien vus de leur communauté. Maintenant, il y a des jeunes gens qui essaient de vivre de cette compétence qu'ils ont acquise, à la fois scénariser, enfin raconter l'œuvre, mais aussi la filmer, faire une vidéo, monter des plans, enfin, etc. Tous ces, entre guillemets, youtubeurs et youtubeuses qu'on voit dans tout un tas de domaines, et pas qu'en sciences dures, mais aussi en sciences humaines. Et donc, il y a cette nécessité d'une alliance entre les deux, parce que c'est une authentique compétence. Elles sont tout à fait complémentaires. Les approches sont complémentaires, les méthodes sont complémentaires, et les publics visés, parce que les supports ne sont pas les mêmes, sont complémentaires. Moi, je suis vraiment old school. Je fais des conférences et des bouquins, et basta. J'ai même pas de téléphone portable. Je ne sais pas comment fonctionne Twitter. Donc, il ne faut pas me chercher. Je veux dire, enfin, on peut me chercher, mais ça ne va pas être facile de me trouver sur Twitter. Sauf si on parle de moi, mais c'est tout, quoi. Donc, du coup, il y a vraiment cette alliance qu'on peut trouver. Et entre sources primaires et sources secondaires aussi, il y a cet aspect-là des choses, producteurs de science et ceux qui la mettent en scène. Mais ce n'est pas forcément contradictoire. Hein. On pourrait dire, c'est comme dans la musique finalement, on peut glorifier les grands compositeurs,
Mais en musique, on glorifie aussi les grands interprètes. Les gens qui ajoutent quelque chose à l'œuvre qui a été composée parce qu'ils ont une façon de la lire, ils ont une façon de la traiter ou une façon d'assembler des œuvres dans une série, par exemple dans une série d'enregistrements ou dans un concert, avec plusieurs. Ça peut être un truc spécial Rachmaninoff, mais ça peut être aussi du Rachmaninoff avec tel et tel autre compositeur, parce que les œuvres se répondent et donc il y a une lecture plus large de l'œuvre spécifique d'un compositeur dans un cadre plus large. Et ben c'est un peu la même chose, on pourrait dire, en sciences. Il y a des gens qui produisent les sciences, disons les compositeurs, les chercheurs, là, qui vraiment au quotidien pratiquement ne font que ça et sont très très efficaces pour produire de nouvelles connaissances. Mais il y a besoin aussi de gens qui interprètent ces connaissances, qui les mettent en scène, voire qui tissent des liens entre des choses inattendues pour la présentation au public. Et cette partie-là, elle est aussi, à mon avis, très importante. Elle ne peut se faire qu'en liaison. Alors là, on a la chance. Des fois, il y a des compositeurs qui sont morts. Et Bach, il y a des gens qui jouent du Bach encore. Et il faut jouer du Bach sans Bach, sans dire, bon, et dis donc, Bach, qu'est-ce que tu as voulu dire là? Il faut se démerder avec ce qu'on a sous la main. Là, on peut avoir ces scientifiques sous la main. Donc, c'est ça. Ce serait sans doute une alliance objective entre ceux qui font la médiation et les scientifiques, l'alliance se faisant déjà en interne, parfois dans la même personne, quand c'est un scientifique qui fait aussi une médiation. Est-ce que vous avez des questions? Parce que si oui, on a des micros à faire passer. Donc d'abord, merci pour cette table ronde. Et j'ai une question qui est double. Est-ce que le biais de surconfiance n'est pas l'écueil du vulgarisateur, et notamment quand on enseigne à des futurs dirigeants? Parce que j'ai pu assister à des exemples assez affligeants de dirigeants houspillant les experts qui les entourent. Et l'autre volet de ma question, c'est est-ce que pour minimiser cet effet-là, on ne pourrait pas, ou serait-il nécessaire d'aussi vulgariser sur l'esprit critique en amont pour justement faire la part des choses? Je vous remercie. Il y a l'esprit critique ou ce qu'on veut, il y en a qui appellent ça zététique, enfin, tous les moyens, toutes les voies et moyens que la science a pour aborder le monde sont intéressantes, mais autant on peut dire effectivement il y a des faits scientifiques, il faut quand même que les gens finalement soient convaincus qu'ils sont concrets. Il y en a certains qui sont assez évidents. Je prends toujours l'exemple de si quelqu'un pense qu'il peut voler par la force de sa pensée, c'est extrêmement facile à vérifier, on lui demande de se jeter de la tour Zamansky puis on voit le résultat. Donc il y a des situations, c'est beaucoup plus compliqué la vérification parce qu'elle a pris beaucoup plus de temps, elle est beaucoup moins concrète et beaucoup moins directe et beaucoup moins intégrée finalement dans notre vie quotidienne. Donc c'est important de connaître les faits scientifiques, mais c'est pas pour autant, et donc ils sont eux d'une certaine façon gravés dans le marbre de la nature, même si on les comprend toujours avec une marge, une approximation, une marge d'erreur ou un cadre de pensée, alors que les lois humaines sont disons, d'une façon arbitraire, on pourrait les changer comme on veut. Il y a, je pense aussi, du point de vue des scientifiques, à comprendre, et il y a une meilleure intelligence à avoir, disons, entre le politique, d'une certaine façon, si on l'appelle comme ça, et d'autre côté, le monde scientifique, de comprendre que c'est pas parce qu'on dit qu'il faut faire, enfin, que c'est ça une solution sympa que les gens vont suivre. Il y a des gens qui adoptent des solutions qui sont contraires au prolongement de leur propre vie. Par exemple, tous les fumeurs savent qu'ils vont mourir, comme tout le monde d'ailleurs, mais ils vont mourir plus vite parce qu'il y a écrit « fumez-tu » sur les paquets, maintenant c'est clair, avec des photos horribles, et ils continuent quand même à fumer, pour plein de raisons, donc qui ne sont pas que la bêtise, d'une certaine façon. Donc du coup, il y a des gens qui peuvent adopter des comportements explicitement contraires à leurs intérêts. Et donc ça veut dire que la matière humaine, si j'ose dire, il y a beaucoup d'arbitraire, mais c'est pas facile non plus à gérer. Et donc il y a besoin de comprendre un peu les contraintes des deux côtés, je dirais. Et moi, je commence à appréhender ces contraintes, parce que j'ai pu échanger avec des gens qui m'ont expliqué des choses, mais il y a cet aller-retour à faire, je pense, dans les deux cas. À tracer un, quand on est scientifique, on peut dire « Ah bah oui, mais la science dit ça, basta, fermez vos gueules et on le fait. » Ben non, ça serait le pouvoir des scientifiques. Il y a un livre j'oublie toujours son titre, un livre de Pierre Boulle sur ça, où les scientifiques prennent le pouvoir et assez rapidement, ça se passe mal, parce qu'ils ont une vision très rationnelle des choses. D'ailleurs, le monde est réglé par des fichiers Excel, on aurait tendance à dire. Donc ça, c'est quand même un problème. Et on voit d'ailleurs très quotidiennement les conséquences que ça a. Donc il faudrait bien se méfier du pouvoir des scientifiques, mais ils ont des choses à dire sur le monde qui sont indispensables, dont il faut de façon indispensable tenir compte pour
gérer ce monde, humain et non humain. Et de l'autre côté, il y a aussi des contraintes, gérer, entre guillemets, les humains, piloter une nation, une ville, même une association. Opium de philosophie, je pense qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes à s'auto-piloter. Enfin, de temps en temps, ça doit fighter un peu, comme dans toutes les associations. Moi-même, j'en suis président de 2 associations. Donc, du coup, voilà, il y a cet aspect-là des choses dont il faut avoir conscience, même quand on est scientifique, et pas dire, bah non, ça va se régler tout seul. Donc, c'est dans cet intermédiaire-là. Et après, c'est des humains qui gèrent tout ça. Donc, il y a toute la mauvaise foi, la bêtise, tout. Chez les scientifiques aussi, d'ailleurs, c'est des humains aussi. Donc, ils ont aussi envie d'avoir le pouvoir, envie d'écraser les autres parfois, enfin aussi, pas que, mais aussi. Donc il n'y a pas d'un scientifique pur et dur qui serait génial, et puis les autres qui sont tous des abrutis. Donc il faut vraiment avoir beaucoup d'humilité sur ces choses-là, essayer de comprendre, essayer de se comprendre, à la fois dans la partie vulgarisation, mais dans la partie, disons, action, parce que très concrètement, les découvertes de science ont des conséquences très concrètes dans la vie quotidienne. Enfin, même si ça a l'air lointain, la relativité générale d'Einstein et la physique quantique dont on fête encore aujourd'hui la venue avec la 2e révolution quantique, prix Nobel, etc. Prenons un élément comme le GPS, qui est juste maintenant fondamental dans à peu près toutes nos vies. Eh bien, le GPS ou les géolocalisations par satellite, le GPS étant la version américaine, que ce soit Galileo ou les autres, c'est fondé sur la relativité générale et la physique quantique complètement. Des trucs qui au début étaient là pour la plus grande gloire de l'esprit humain, et la science en marche, quoi. Donc la science n'est pas neutre, elle ne produit pas forcément des connaissances neutres, elle a des applications qui ne sont pas neutres et dont les humains se servent pour faire des tas de choses. Donc il faut être vraiment conscient de ça, et c'est cette intelligence-là qu'il faut essayer de gérer. Mais toute la difficulté est là, je le crains. Elle est dans ce constat-là dont je n'ai pas de réponse autre que j'essaie d'enseigner à des futurs dirigeants des éléments de science en espérant que ça fasse quelque effet positif. Je voudrais juste ajouter un tout petit truc. Je trouve qu'on entend beaucoup parler de les dirigeants n'ont pas écouté les experts scientifiques. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'expert scientifique est expert en sciences. Donc quand il est à une table ronde pour la gouvernance d'un pays, il a forcément son mot à dire pour son expertise. Mais en revanche, il n'est pas expert pour diriger un pays, etc. Donc comme disait Roland, finalement, c'est beaucoup plus compliqué que juste on ne veut pas écouter. Je ne pense pas que tous les dirigeants soient bêtes et méchants et ne veulent pas écouter les experts scientifiques. Je pense qu'ils entendent, comprennent, et qu'après, il y a tout un tas de procédures à mettre en place pour faire les choses dans la gouvernance du pays, etc. Je suis persuadée qu'on peut faire nettement mieux que ce qu'on fait maintenant. Ça, c'est mon opinion personnelle. Mais au-delà de ça, l'expert scientifique au sein du gouvernement est en fait pas un expert du gouvernement. Donc en fait, il est vu comme expert scientifique par les gens qui ne sont pas assis à la table du gouvernement, mais à la table du gouvernement, il n'est pas forcément vu comme un expert, il est invité par les experts du gouvernement. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même ce point à dire. Je trouve que souvent, on dit beaucoup, c'est dit par des scientifiques, c'est la parole du scientifique, mais encore une fois, le scientifique, il aura tout ce qu'il veut dire sur son expertise, mais après, ce n'est pas forcément lui qui va prendre les actions gouvernementales pour les faire, etc. Surtout parce qu'en fait, il n'est pas qualifié pour. Juste là-dessus, je rajoute, pour ceux qui voudraient avoir de la lecture, Adieu la raison de Paul Feyerabend, c'est un très beau bouquin qui parle de ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Moi, j'ai une question, mais qui est un peu moins sur le débat, on va dire, de la médiation scientifique, mais en tant que passionné de films et de sciences. En tant qu'astrophysicien, qu'est-ce que vous pensez, enfin ça m'intéresse beaucoup, du film Interstellar, parce que, qui a plus de, il me semble, d'arguments scientifiques que Star Wars, typiquement, apparemment. Bon, je ne vais pas vous faire toute la conférence d'Interstellar qui fait 3 heures, ou qui pourrait faire, je ne l'ai jamais fait en si longue, mais... Donc, Interstellar, c'est un film qui... Alors, je vais vous dire, je vais vous balancer dans les deux côtés, quoi, à l'extrême et l'autre extrême pour rigoler. Donc, c'est un film à 300 millions de dollars qui explique que l'amour transcende l'espace et le temps. Ok, ça fait cher le message philosophique. De l'autre côté, du point de vue des sciences, il traite très très bien la question de la dilatation des durées et du fait qu'effectivement, une fille peut-être au sens filial, peut devenir plus vieille au sens biologique que son père. Ce qui dit sous notre gueule, c'est sa fille, donc elle est forcément plus jeune. Eh ben non, c'est possible.
c'est possible. Il faut d'abord qu'elles naissent et ensuite on peut bricoler avec des trous noirs et des machins. Et ça marche. C'est très extrême ce qui est présenté dans Interstellar. D'ailleurs, le trou noir est plutôt bien représenté. Il n'est pas réaliste, mais il est plausible. Il y a des choses aussi du côté des sciences qui sont une catastrophe. Oui, il y a des catastrophes, c'est-à-dire, c'est même pas parce que la science est maltraitée, c'est parce que c'est n'importe quoi. Il y a un manque de cohérence. Ce qui m'agace plus, c'est pas tant que la science soit fausse, qu'elle soit pas cohérente. Quand on est dans une station orbitale autour de Saturne, on comprend bien, même la grande station Cooper de la fin, on comprend bien que la vie va être compliquée. C'est une station orbitale avec un nombre fini d'humains et donc des besoins limités. Et dedans, on fait quoi? On reproduit la banlieue américaine extensive et on cultive du maïs, qui est la céréale qui nécessite le plus d'eau. On ne fait pas ça dans une station orbitale avec un terrain de baseball et des champs de maïs en mettant 1 hectare pour la maison historique du gars qui revient. Non, c'est juste n'importe quoi. Voilà, c'est tout carré. On essaie d'optimiser l'espace, fût-elle grande. Et puis d'ailleurs, quand on est au début en PLS, puisque la Terre a des problèmes qui sont bien représentés, authentiquement représentés, puisqu'ils mettent en scène les fameux Dust Bowls qui ont balayé toutes les grandes plaines américaines dans les années 30. Il y a d'ailleurs sur Arte, il y a tout un documentaire de Ken Burns sur ces questions-là qui est absolument génial, qui est stupéfiant de voir les effets de ce truc, mais stupéfiant, avec des images d'archives. Dans Interstellar, ce sont ces images d'archives qu'on trouve dans Interstellar, donc c'est des images authentiques. Les vieilles personnes qu'on voit au début sont d'authentiques représentants qui ont vécu les Dust Bowls enfants. Donc ça, c'était une partie intéressante. Et à côté de ça, il manque d'eau, c'est la catastrophe, et ils cultivent du maïs, comme font les Américains en ce moment, parce qu'ils pensent qu'il manque pas d'eau, mais ça va sûrement arriver un jour. Voilà. Et on cultive du maïs, alors que c'est pas ça qu'on met quand on n'a pas beaucoup d'eau, quoi. On met des céréales moins gourmandes d'eau, du sorgho ou d'autres trucs. Donc il y a des éléments comme ça, pas cohérents, des cohérences internes qui manquent. Sinon, il y a pas mal de choses. Le côté trou noir est très bien fait, sauf quand on rentre dedans. Là, c'est carnaval. Mais c'est normal, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a, donc ils mettent ce qu'ils veulent, c'est pas gênant. Mais il y a toute une partie, l'idée qui est forte derrière, le message philosophique, l'amour transpande l'espace et le temps, l'amour file, blablabla. Bon, ok. D'autres l'ont dit d'une autre façon et pour moins cher, et de manière tout aussi pertinente. Là, cette idée-là, ce plot twist de renversement temporel, biologique, c'est jouable. Pas facile à faire en vrai, mais jouable. Donc ça, il y a plein de choses, voilà, c'est un peu toujours bien et pas bien. Ce qu'on peut regretter dans les films de science-fiction, enfin de mon point de vue, c'est que quand la narration impose de ne pas être réglo avec la physique, avec les lois des sciences, et ben alors on fait le film comme ça, parce que sinon c'est plus le film. Si on veut que l'histoire soit comme ça, bah ok. Mais il y a des tas de situations, et ça j'en avais relevé un certain nombre de films, où en gardant des éléments de science fonctionnels, à mon avis, la narration est soit pareille, soit même des fois un peu mieux, parce qu'un peu plus visuel, il pourrait y avoir des choses marrantes à montrer. Mais bon, ça c'est mon opinion. J'ai quelques films où je peux être assez critique sur la façon dont ils ont maltraité la science sans raison. Quand il y a une raison, ça me va. Quand c'est pour que le film se fasse, ok les gars, c'est bon. Donc Interstellar, c'est plutôt un film correct, quoi. C'est pas le meilleur du point de vue des sciences, mais il est plutôt honorable. Ouais, bonsoir, merci pour vos interventions. Je ramène à un sujet un peu moins fun que Interstellar. Je suis ici. Le sujet de la transition environnementale et les enjeux de vulgarisation sur le sujet. Évidemment, un des biais de la vulgarisation, c'est quand on vulgarise auprès d'un public qui a envie de se vulgariser auprès de cette problématique. Et je pense qu'on a un gros enjeu donc on va dire de vulgarisation ou peut-être de sensibilisation de pair à pair autour de notre entourage pour essayer de toucher un peu un public plus élargi et qui naturellement ne se serait pas exposé à ce genre de connaissances. Est-ce que vous, de vos expériences de vulgarisation, vous avez des conseils à nous suggérer ou peut-être une méthodologie d'approche dans le discours justement pour ne pas se retrouver en confrontation avec un rejet de ces connaissances? Voilà, on est presque plus sur de la rhétorique ou de la méotique, mais... C'est tout à fait ce que vous dites. J'ai pas de méthode, j'ai pas genre la baguette magique qui résout les problèmes, mais je suis absolument d'accord avec le fait qu'il y a un biais, c'est-à-dire quand je fais des conférences, je ne parle qu'à des gens qui sont venus volontairement. La différence avec un cours, et c'est ça en un sens qu'un cours c'est intéressant, c'est que les gens ils sont obligés d'être là. Enfin, au moins jusqu'en terminale où ils sont obligés d'être là. Après, ils choisissent quand même leur cursus. Et puis ils sont grands, ils font un peu ce qu'ils veulent aussi. Avant, ils aimeraient, mais on les engueule. Donc dans un cours, d'une certaine façon, quand c'est un cours obligatoire, alors des fois il y a des cours électifs, bien sûr, mais quand c'est un cours obligatoire, ça s'adresse un peu à tout le monde. Et là, il faut être là. Et donc, de ce point de vue-là, on parle aussi à des gens qui n'ont pas envie de l'entendre. Bon, ils n'écoutent pas, ils sont sur leur téléphone. Enfin, il faut d'autres trucs éventuellement, mais
ils captent vaguement des choses. Donc le truc très dur, et j'ai déjà fait plusieurs fois, mais c'est hyper dur, enfin je trouve dur au sens physique, mental, temporel, c'est d'aller, moi je suis à Saclay, au carrefour des Ulysses, et là aux gens, et sortir sa boîte à vulgariser, et dire hey, super, et voir si les gens s'arrêtent, quoi. Et là, ils s'arrêtent pas tous, quoi. Ici, au début, ils sont un peu curieux, puis après, ils s'en foutent un peu. Donc, quand on parle à des gens déjà concernés, évidemment, ils sont déjà dans une dynamique positive. Ils se posent des questions, ils veulent essayer d'y répondre. Ils viennent à des conférences où ils regardent des YouTuberies, où ils font, je sais pas quoi, et où ils lisent un livre, etc. Donc, c'est déjà, effectivement, on est biaisé. Il y a évidemment, dans la vulgarisation, on parle à un public, un sous-ensemble pas très grand de le grand public. Et pourtant, on appelle ce sous-ensemble pas très grand le grand public, ce qui est une erreur. Donc, il y a des choses qui se font. Par exemple, en astrophysique, il y a des jeunes gens qui ont fait un truc qui s'appelle le Space Bus. Alors, eux, ils y vont franchement. Ils ont un bus avec reconfiguré à l'intérieur du matos de télescope et ils font le tour des plages. Donc, ils montent le coup à l'avance et ils font une côte, la côte des Landes à Biarritz, et ils descendent et ils ont programmé avec toutes les villes. On s'arrête là et on fait c'est sur l'astronomie, donc c'est l'été, c'est cool, l'astro, c'est sympa, tout le monde aime ça, c'est pas vraiment problématique, entre guillemets, mais c'est ça serait d'aller au contact des gens. Ça, c'est compliqué. Il y en a qui font ça en philosophie, ils appellent ça street philosophie. C'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, ça veut dire c'est un temps considérable, en fait. Et donc, par facilité, incontestablement, par moindre effort, incontestablement, par j'ai pas le temps, c'est vrai aussi, et donc ce truc ne se fait pas. Mais il faudrait le faire. Et donc l'idée, c'est peut-être ça, de démultiplier les forces des gens qui étaient volontaires pour venir assister à une conférence sur tel ou tel, qui les a touchés et qui en parlent à leur entourage. Et du coup, c'est sûr qu'il peut y avoir une atténuation de l'argumentation, une perte dans l'argumentation, mais il y a une discussion qui s'établit auprès de gens que la personne qui est venue ne sait pas ou veut pas ou peut pas contacter, et qui permet de diffuser, d'utiliser pour une fois l'exponentiel dans le bon sens, qu'une idée, c'est ça l'avantage des idées, c'est que quand on arrive et qu'on a chacun une idée, on s'en parle et à la fin on repart chacun avec 2 idées, la mienne et la tienne. Et alors que si c'est des euros, on échange nos euros, je te donne 10 euros contre ta montre, c'est pas cher payé, mais enfin, tu repars avec 10 euros et moi avec une montre, j'ai rien gagné. Enfin, j'ai plus mes 10 euros et tu n'as plus ta montre. Donc les idées, c'est ça, elles peuvent se multiplier exponentiellement, ça c'est pas mal. Alors dans l'autre cas, ça se fait aussi exponentiellement et c'est la merde. Du coup, là, on pourrait espérer que ça soit dans le bon sens. Il y a ça dans la fresque du climat, par exemple. Il y a l'idée dans la fresque du climat qu'il y ait des formateurs qui fassent la fresque du climat devant du public qui vient volontairement, donc c'est déjà un peu biaisé. Mais ce public qui vient, en les incitant à dire maintenant que vous l'avez vu une fois, vous pouvez revenir une deuxième fois pour avoir une formation de formateur, et là vous la ferez vous-même auprès de vos proches, dans les écoles de vos enfants, partout où vous aurez envie de la faire, et d'essayer de démultiplier les efforts. Partez de l'artisanat à l'industrie, entre guillemets, de la diffusion, sur des thèmes très importants comme ceux la transition, la transition écologique. Et le cas de la fresque, en l'occurrence, c'est moins un savoir vertical qu'un apprentissage. Il y a la fresque du climat, il y a d'autres. Alors, il y a aussi une très grande prise de conscience maintenant par les étudiants. Ils gueulent. Enfin, je veux dire, à Sciences Po, moi, ce cours, je le fais depuis 2015. Maintenant, ça commence à gueuler pour qu'il y ait des cours comme ça, un peu partout, et pas qu'à Sciences Po, dans plein d'endroits. Vous avez vu, il y a quand même une prise de conscience qu'il faut arrêter faut arrêter, quoi. Il y a besoin de ces cours-là. Ils ont besoin, ces jeunes gens. C'est nécessaire qu'ils aient des outils mentaux, qu'on leur transmette par l'enseignement des outils mentaux. Pas qu'à eux. Eux, c'est un sous-ensemble captif et qui est demandeur. Donc, eux, c'est le bon public, d'une certaine façon. Mais il y a aussi les vieux, quoi, entre guillemets, qui, eux, sont chez eux, tranquilles. Ils vont plus à l'université. Ils sont de l'ancien monde. Ils ont le pouvoir, ils ont l'argent. Et ils ont envie de profiter de leur retraite. Parce qu'ils ont le droit. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Voilà. Comment? Je sais pas. J'ai pas de réponse à ça. Hein. Et je dis même, c'est même pas comme si je disais une sorte de critique ou de désagrément. Je dis voilà, je constate ça. Et c'est les plus nombreux. Hein. Il y a plus de vieux que de jeunes en France. Enfin, sur l'âge médian en France, c'est 40 ans, quelque chose comme 40 ans. Donc voilà, ça c'est un vrai problème. Et je sais pas. Je m'agite comme je peux aux Utopiales, dans le festival d'astronomie dont je m'occupe de la programmation, en enseignant. Dans les conférences, enfin, je m'agite comme je peux en espérant que ça ait quelque effet. Mais j'ai pas de solution miracle, je suis désolé. J'ai pas la solution miracle, mais c'est un peu en fait, la solution, vous l'avez déjà un petit peu dit tous les deux là. C'est, je pense que l'exercice, quand on veut vulgariser la science ou même n'importe quel sujet, mais en tout cas la communiquer à un public qui ne va pas dans notre sens à la base,
C'est un exercice, certes éreintant, mais extrêmement intéressant. Et là, l'importance vraiment de pas du tout être dans un système vertical, mais parfaitement horizontal, elle a vraiment son importance. C'est-à-dire que ce que tu vas chercher à faire, c'est d'abord sonder un peu les connaissances de la personne qui est en face, son point de vue, et essayer de trouver quelque chose, toi, dans tes ressources personnelles, qui puisse commencer à te permettre d'attraper son intérêt au départ. Te dire, ok, bah, tu crois ça, et est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Et en fait, tu vas construire la discussion. C'est presque de la manipulation, en fait. Tu l'amènes à un endroit, l'endroit que tu souhaites, mais c'est ça qu'arrivent à faire les très bons orateurs, d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Mais tu vas construire tout l'argumentaire pour amener les gens à parler de telle ou telle chose et les amener à réfléchir sur telle et telle chose. L'exemple que je donnais tout à l'heure sur ce cours de maths où finalement on se retrouve à faire de la recherche ensemble. Je donne aussi des cours de maths aux gens qui sont décrochage scolaire ou qui ont des difficultés scolaires. Ils n'ont clairement pas envie d'avoir un cours de maths, ils n'en ont rien à carrer. Et de toute façon, comme ils sont mauvais, ils en ont peur, ou en tout cas, ça ne leur plaît pas. Et là, il y a vraiment un travail de se mettre au même niveau que la personne au départ pour comprendre c'est quoi les peurs qu'elle a. Est-ce qu'elle est contre ça parce qu'elle a réellement des raisons fondées, ou est-ce que c'est des j'ai entendu dire que. Et puis finalement, tu vas construire avec cette personne toute sa réflexion et tu vas réussir ou non d'ailleurs, mais à l'amener à faire changer de point de vue ou à l'amener au moins à faire entendre le tien, ce qui est déjà énorme. Voilà. Et puis après, le mieux, c'est qu'en fait, ces gens-là qui ne sont pas d'accord avec toi, c'est peut-être ceux qui vont le plus élargir le champ des personnes qui vont en entendre parler. Parce que imagine un cas de figure où en fait ça l'aura extrêmement énervé de parler de ça avec toi parce qu'il n'aura pas les arguments et donc du coup il va se sentir un petit peu inférieur là-dessus, et en même temps il va comprendre que toi tu avais des bons arguments, il va comprendre ton point de vue mais il ne veut pas l'accepter en même temps. Ce qu'il fait en rentrant chez lui le soir, c'est « Ah purée, il y a un mec qui m'a saoulé, il m'a parlé de ça ». Mais lui, ça va être la meilleure personne qui va discuter autour de lui de ce que vous avez, de votre point de vue en fait. Eh bien, merci à vous. Merci à vous. Vous étiez chaud, mais vraiment, vous étiez à fond. Ça fait plaisir. Mais écoutez, à une prochaine. Et encore une fois, merci.